Quand je repense aux techniques commerciales par lesquelles j'ai commencé, je viens de loin. Il y a des choses sociétales qui vont carrément changer. Notre quotidien va complètement changer. La DSI, parfois, c'est même mon interlocuteur clé. C'est eux qui recherchent ce genre d'outil, qui est cette interface homme-machine, tu vois, avec le clavier et la souris. Est-ce que tout ça va pas être totalement automatisé à un moment donné par l'IA? Donc on se dit, go. Bonjour et bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence de consultants et de recrutement experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux, top performers, pour vous partager leur écosystème et vous rappeler que nous faisons le plus beau métier du monde, celui de remettre l'humain au cœur du business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Dufaux, CEO et cofondateur de Nuta, superbe solution d'intelligence artificielle de prise de notes intelligente pour faciliter la vie à la fois des sales et des recruteurs. Alexandre, ravi de te recevoir dans nos bureaux aujourd'hui. Bonjour Pierre-Michel, merci pour l'invitation. Super, je vais commencer peut-être par me présenter. Alexandre, moi je suis issu en fait d'un parcours ingénieur. Donc j'ai commencé vraiment comme j'adorais la technique, la technologie, donc j'ai vraiment commencé par une école d'ingénieur et comme bon Toulousain, j'ai commencé chez Airbus. Donc Alors c'est là où j'ai fait mes premiers pas. ingénieur et toulousain, mais qu'est-ce que tu fais dans mon bureau alors? Attends, il s'en est passé des choses depuis ce moment-là. Yes. Non, ouais, ça a commencé comme ça. Ça n'a pas duré longtemps. Un an dans la technique, ingénieur, j'ai vu ce que c'était. Et on va dire que ça m'a vraiment... J'adorais la technique, mais ça m'a pas plu. Il me manquait quelque chose, concrètement. Donc derrière, je me suis rapidement tourné vers les sales. J'ai eu l'occasion, on pourra peut-être en reparler, de travailler pour une boîte superbe, une start-up autrichienne, Alicona, où j'ai appris énormément sur le tas. C'était vraiment sur le tas. Et quand je repense aux techniques commerciales par lesquelles j'ai commencé, je viens de loin. Et ensuite, il y a toujours quelque chose qui m'animait vraiment depuis, je pense, que j'ai 18 ans. C'est vraiment de monter quelque chose, de créer, d'innover. Et puis, là, en 2020-2021, avec Darius, un ami de cette école d'ingénieurs, on a lancé Nuta, qui est en fait une réponse à un problème que j'ai vécu dans cette expérience commerciale chez Alicona, pour faciliter la prise de notes et automatiser l'envoi dans le CRM, qui était quelque chose pour moi qui marchait pas très bien, que je faisais pas vraiment mal. Et je pense que c'est le même cas pour beaucoup de commerciaux qui aiment parler, échanger avec leurs clients, mais qui n'aiment pas forcément faire du travail redondant, enfin, du travail manuscrit et administratif, quoi. Et donc Nuta, t'as lancé la société quand? Alors, officiellement, fin 2020, Ok. le produit, il est vraiment arrivé fin 2022. Ça marche. Donc, Nuta, solution de prise de notes intelligente. Alors, intelligente pourquoi? Eh bien, parce qu'on utilise beaucoup d'intelligence artificielle, hein. Du coup, on en entend parler pas mal en ce moment dans les réseaux. Nous, on a commencé auparavant, avant ces nouveaux modèles qui sont sortis et qu'on entend parler partout. Et donc, l'intelligence artificielle intervient à plusieurs moments. Déjà pour convertir bien nos paroles, nos discussions comme là en texte, parce que c'est pour le moment, l'intelligence se base sur du texte pour créer ce qu'on va dire les rapports, les prises de notes. Ok. La deuxième étape, c'est de structurer ce texte pour pas qu'il soit un pavé qui répète ce qu'on a dit, parce que ça, c'est imbitable, on ne veut pas du tout avoir ça. On veut avoir les informations clés. Donc, quand tu es commercial, tu vas avoir le small talk, tu vas avoir le problème de ton client que tu as en face de toi, le prochain rendez-vous, 3-4 actions vraiment clés que tu dois faire. Et tu veux ça packagé, propre, avec des bullet points et envoyé dans ton CRM. En fait, c'est ça ce que tu souhaites. C'est là l'intelligence, où est-ce qu'elle intervient au final dans le pipeline. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions de prise de notes qui existent sur le marché. Comment vous différenciez sur votre tech? Et est-ce que vous différenciez, hein? Il peut y avoir plusieurs concurrents qui ont la même offre de produits et services. Complètement. Ça a vraiment explosé en même temps que nous quand on est arrivé. Donc, le Covid, déjà. Covid a fait que tout le monde est passé en visio. En fait, quand je me remémore avant le Covid, je faisais jamais un seul call commercial en visio, en fait. Et après, tout est arrivé en visio. Donc ça fait une explosion d'un besoin que tout le monde a capté, en tout cas pas mal de personnes ont capté, et sont arrivées sur ce marché. La technologie qui est devenue mature, qui ne l'était pas auparavant, et donc plein de solutions sont sorties, surtout aux States en premier.
à coup de levée de fonds assez intéressante. Tu fais référence à Gong? Alors Gong, c'était avant quand même. À Gong, je peux Ok. pas dire c'était avant. Ok. Je pense à d'autres d'outils de prise de notes, Auteur par exemple, qui sont aux States, voilà, qui font des levées, à coup de levée. Donc c'est arrivé. Comment est-ce qu'on se différencie? Du coup, c'était ta question initiale. Euh, Nous, notre but, ça va pas être de prendre des notes pour tout type d'échange. Ok. De un, on va se spécialiser sur des verticales métiers. Donc nous, notre but, ça va être de faire la note parfaite pour un métier spécifique. Donc ce qu'on va créer, ça va être, on va adapter des modèles d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de LLM, Large Language Model. On parle même des nouveaux qui font des actions, Large Action Model. Nous, on va créer un modèle, le Large Report Model. On est en train de le mettre en place. Notre but, c'est de vraiment t'extraire les données dont tu as besoin pour compléter ton CRM, compléter ta base de données, la nourrir automatiquement. Donc c'est en ça où on se différencie. Un compte-rendu unique et très structuré, adapté à ton métier, et derrière la connexion et l'intégration dans ton outil final. Et donc vous travaillez ce sujet-là uniquement tu parlais de verticales métiers. Est-ce Oui. que c'est pour des 16 dans certaines verticales? Est-ce que tu réponds à des problématiques aussi derrière d'autres métiers? Oui, en fait, ça en découle un petit peu. Donc, moi, le problème que j'ai détecté, c'était sur les commerciaux. J'ai fait du commerce. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en itinérance chez les clients toute la semaine avec des heures de route. Donc, à la fin, je pouvais pas vraiment prendre des notes. C'était vraiment galère de prendre des notes. J'arrivais à la fin de ma journée. Qu'est-ce qu'il m'a dit le client au début de matinée déjà? Attends, est-ce que c'était 600 qu'il fabriquait, 900, 1000? Alors, c'était une galère de m'en souvenir. Alors, le problème, il est venu de là. Et du coup, c'est vraiment pour les sales que j'ai imaginé Nuta initialement. Puis après, au fur et à mesure du développement, on s'est fait connaître un petit peu en France via des campagnes d'influence, etc. Et là, on a été approché tout d'un coup par le secteur du recrutement. Alors j'ai une personne, je sais pas si tu t'en souviens, qui m'a dit, attends, mais ton outil, c'est incroyable, mais pour le recrutement. Et celle-là, c'est la toute première fois où en fait j'ai mis mon focus sur ce secteur-là, cette verticale métier. Et il faut dire que c'était un super choix stratégique en fait. Donc un différenciant. Donc j'ai appris ce métier qui était le métier du recruteur. Concrètement, quels différents types de recruteurs il y avait. Cabinet de recrutement, tu es en ESN, en société de service, recruteur indépendant, etc., etc. De quoi ils avaient besoin. Et j'ai compris aussi que pour eux, la prise de notes, elle n'était pas juste intéressante. C'est pas un nice to have, quoi. C'était vraiment, moi je prends des notes et si je les ai pas, j'ai loupé mon entretien. Je ne sais pas ce que je veux dire au client, à qui je dois fournir la fiche d'info du candidat. Donc la note était vraiment clé. Et il passait du temps dessus. Donc vraiment, il passait 1h30. Il passe toujours en fait. Une heure et demie pour certains, 30 minutes pour d'autres. Mais voilà, ça fait à peu près ce ratio-là. Donc au final, tu avais une pain qui était très importante et on a été approché. Donc en fait, j'ai plein de recruteurs qui sont venus au fur et à mesure. Et c'est là où on s'est dit, ok, est-ce qu'on se verticaliserait pas sur ce métier? Est-ce qu'on pousserait pas des nouvelles fonctionnalités, utiliserait l'intelligence artificielle pour accompagner ces recruteurs à gagner du temps déjà, aussi à remettre l'humain dans l'interaction. Donc c'est comme ce que tu dis au début de ton podcast. Et moi, ça fait sens parce que euh, quand tu es en train d'écouter quelqu'un et que ton but principal, c'est pas de l'écouter, mais c'est de prendre des notes, bien, tu peux pas réagir, tu peux pas l'analyser, tu peux pas comprendre ce qui est sous-jacent, les, euh, les signaux faibles, tout ce qui est important en fait à détecter. Et, euh, et donc tout ça, nous, on le remet au centre. Donc au début, les gens utilisent Nuta, ils ont moyennement confiance, ok, d'accord. Donc ils prennent des notes encore. Puis 2, 3, 10 utilisations, tu prends plus de notes. Tu es à fond face à la personne, tu n'as plus de prise de notes. Et ça change vraiment complètement l'interaction que tu as avec la personne en face de toi, la perception de l'autre personne aussi face à ton investissement. Donc c'est ça qui est assez game changer aussi. Donc si je comprends bien, au début, tu avais identifié effectivement le produit pour des sales. Tu t'es rendu compte que ça était encore tout aussi puissant et ça répondait encore plus de problématiques
que pour les consultants en recrutement. Effectivement, les consultants en recrutement, ils passent leur temps à faire des visios et à faire des entretiens, et après chaque entretien, il va falloir faire les prises de notes. Et c'est vrai que nous, on le vit chez Dreamcatcher Sales. Donc, d'ailleurs, en toute transparence, maintenant, mes recruteurs utilisent Nuta, et c'est vrai que le retour que j'en ai, c'est que ça leur permet vraiment de se concentrer sur l'interaction, sur le questionnement, plutôt que passer leur temps à taper à l'ordinateur ou noter sur un cahier effectivement les différents éléments. Et d'un point de vue stratégique, alors tu étais en plein... ça fait combien de temps que tu vis cette cible? Là, on a fait cette redirection, on va dire, milieu d'année dernière, donc septembre à peu près. Tu étais C'est vraiment assez en cours récent. de lancement. Comment Ouais. tu t'es organisé? Comment l'ont vécu effectivement les équipes? Parce que tu arrives en tant que CEO, tu dis les mecs, on va avoir un super outil pour les sales, voilà, problématique d'intensité concurrentielle. Et là, tu leur dis, bon, en fait, on va changer de persona, ou on va rajouter un autre persona. Comment l'ont vécu l'équipe dev? Comment l'ont vécu tes sales? Comment tu leur fais... comment tu vends ça finalement en interne? C'est une bonne question, c'est délicat. Et avant de le vendre en interne aux propres personnes, moi je me suis de me le vendre à moi en fait. Ouais. Parce Ça a été que difficile à convaincre. ouais, moi j'ai été difficile à convaincre. C'est-à-dire que tu crois à fond que tu vas faire quelque chose pour par exemple les sales, tu vois, putain, on va défoncer ce marché, on va vraiment les aider, on va vraiment faire un truc de fou. Et puis après, tu as tous les signaux extérieurs qui te disent, tu as un warning, tu vois, c'est vraiment gros, et tu te dis, putain, là, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Et ça, en fait, c'est déjà, pour prendre ce choix, c'est très difficile. Parce que quand tu es sur quelque chose, tu vas toujours croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Ça, c'est vraiment un truc. Donc, si tu fais que ça, tu t'arrêtes jamais nulle part. Donc, il faut quand même arriver à se focaliser. Mais quel est le déclencheur qui te dit, là, oui, il faut y aller? Et c'est pour ça que parfois c'est long, il faut savoir prendre des décisions et tout. Et parfois tu fais un fail, mais il faut quand même pouvoir revenir en arrière. Donc moi je me suis convaincu en faisant des tests, tester rapidement une cible marché, sans rien changer, tu vois, même outil, voyons voir comment ça réagit, voyons voir quels sont les feedbacks de mes clients. Donc là tu testes, tu testes, tu testes. Et puis en fait tu vois que ça vend plus facilement. Alors moi on m'a toujours dit que les recruteurs c'était vraiment les plus durs à convaincre, tu sais, à vendre et tout. Là, je me dis, ouais, ça vend vachement plus simplement. Tu vois, la valeur est directe et tout. Et donc, ça, c'est le premier élément. Donc, une fois que j'ai ça, je suis convaincu. Je vais voir, moi d'abord, Darius, parce que c'est un cofondateur, CTO, et c'est lui qu'il faut convaincre aussi. Et puis les CTO, à chaque fois, on leur demande des nouvelles features. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ils pètent des câbles. Tout le temps. Tu es toujours en train de leur vendre, non, mais attends, il faut faire ça. Tu leur vends l'imaginaire et tout. Et eux, ils en peuvent plus parce que je sais, tu leur parles de quelque chose et ils ont du mal à se projeter parce qu'ils voient tout ce qu'il y a à faire derrière. Ouais. Donc il faut y aller calmement, intelligemment, bien processer l'information et puis leur vendre pourquoi est-ce que toi tu as été convaincu. Moi en tout cas, c'est en toute transparence et à chaque fois, j'essaye de partager mon feeling, pourquoi j'ai pensé ça. Et si les personnes ne sont pas convaincues avec la manière dont moi j'ai été convaincu, je leur demande pourquoi. Et j'aime bien qu'ils me challenge. Moi j'aime bien les gens qui challenge parce que s'il faut, j'ai tort. S'il faut, j'ai tort. Et s'il faut, ils ont vu quelque chose que j'ai pas vu. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est ça aussi. Moi, je pousse toujours les équipes à critiquer, à critiquer, à critiquer. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Non, mais c'est quoi qui est pas bien là, dans l'idée? C'est quoi qui est pas bien? Pourquoi il faut pas qu'on fasse ça? Et du coup, à force de chercher toutes les mauvaises idées, on voit qu'il n'y a pas tant de mauvaises perspectives à faire ça. Donc on se dit, go. Et puis aussi, on a été accompagné par d'autres personnes en parallèle. Ça nous a mis un gros coup de boost, qui étaient tous issus du secteur recrutement en France et qui nous ont dit aussi, ouais les gars, go là-dessus. Donc ça aussi, ça donne une assurance. Des pros qui sont vraiment dedans et tout. Toi, à chaque fois, tu connais rien au marché en fait. Et donc eux, ils sont dedans. Tu peux prendre toutes les connaissances dont tu as besoin et voir par rapport à l'outil, là où tu veux l'amener, si ça merge. Et du coup, là, tu peux y aller. Ouais. Donc là, aujourd'hui, l'outil est prêt pour les recruteurs. Et effectivement, les recruteurs, j'en parle en connaissance de cause parce que c'est une grosse partie de notre activité. En fait, c'est des sales. Ils ouvrent des besoins auprès des clients. Ils ont une double vente. Ils vendent à la fois leurs services à des entreprises. Après, ils chassent des candidats. Ils ont cette démarche commerciale auprès des candidats. Ils font le matching entre les attentes des clients et les attentes des candidats. Donc, ils utilisent à la fois Nuta sur la partie commerciale et en plus dans les entretiens.
bien. Donc c'est vrai que ça fait encore plus de sens. Et en termes de stratégie commerciale, aujourd'hui, où vous en êtes, comment vous tablez? Est-ce que vous êtes plutôt sur du SMB, des petits câbles, des gros câbles, des cabinets de conseil très importants, des grands comptes? Comment vous attaquez le marché? C'est quoi votre strat? Oui, alors du coup, on l'a fait étape par étape, je dirais. Si je reprends un petit peu une perspective depuis début 2023, où on va dire c'est là où vraiment la partie sales a démarré. Début 2023, voilà, on sort notre produit, on démarre et je le fais à l'ancienne. À l'ancienne, je veux dire, Début 2023, t'étais tout seul ou t'avais déjà un peu de monde dans tes j'étais tout équipes seul en sales. En sales, c'était Ouais, tout ça. tout seul. Ok. Donc, et à l'époque, c'était quoi? C'était, enfin, à l'époque, c'était juste il y a un an, mais même avant, c'était de l'email marketing en fait. Ok. Moi, j'ai commencé par ça. Donc, vraiment, je fais des emails personnalisés. Alors, bon, personnalisés en vrai, ça c'est. Hello, deux points, avec le Hello, prénom. accolade, accolade, Ouais, c'est ça, ouais. surname. Donc ça, bah, ouais, tu larges là, tu chasses très large avec des maillons dans ton filet qui sont gigantesques. Et tu as quelques personnes pour qui c'est le moment, exactement, ça tombe à pic et qui Ok. te répondent. Donc tu en as Ok. T'as eu quelques-unes. quand même des réponses? Ça marche Ouais. encore le scénario d'email là, comme ça, en En masse? vrai, j'ai arrêté. Non, Ok. complètement. Ok. Non, ça marchait plus. Moi, j'y crois plus du tout en ça. C'est saturé au possible. Et même, t'as beau te donner de plus grands mal pour faire la personnalisation à l'échelle, c'est ça vaut moins le coup qu'un appel. Identifier à l'ancienne un appel et puis aller. Donc j'ai commencé par ça. Premier client, c'était plutôt des small business ou des individuels, professionnels. Puis petit à petit, au fur et à mesure de l'année 2023, on arrive à un niveau septembre, la nouvelle release, des belles features qui commencent à intéresser des entreprises. Donc là, on est approché et aussi on a des contacts qui nous ouvrent des portes dans des belles sociétés. Ça commence à discuter, intéressant. Et là, fin d'année, on lance des POC. Des POC vraiment dans tous les sens. Donc, super intéressant. Ces POC, ils sont en cours. Je commence à en closer quelques-uns, à le convertir. Ok. Donc là, voilà un petit peu où est-ce que ça en est. Donc là, on Parce que passe moi, de... les POC, ça m'érisse toujours un peu le poil. C'est-à-dire, c'est souvent du gratuit. Est-ce qu'il y a le budget derrière? Et est-ce que tu as verrouillé un peu ces POC? Comment tu t'y es pris? C'est quoi déjà un POC pour toi? Parce que là c'est sympa. Là, on se retrouve effectivement dans le lancement commercial. Ça fait du bien aussi de se remettre un peu dans ces étapes. C'est qui ton interlocuteur pour les POC? C'est les responsables INO parce qu'on parle Oui, d'époque chez les grands comptes, hein, c'est ça? là, je parle des grands On parle comptes, des ouais, grands bien comptes. sûr, C'est bien des sûr. responsables INO ou c'est le directeur métier? Ouais, C'est non, qui? c'est plus... en fait, il y a vraiment les deux. On a des responsables INO avec lesquels on lance. Ok. En gros, dans le mapping, moi, je vais avoir les responsables INO qui sont parfois là ou les responsables métiers en fonction de qui gère le sujet. Donc, assez haut niveau. Et ensuite, il y a la DSI Ok. qui survole tout ça, on va dire, qui a son œil dessus. Et la DSI, parfois, c'est même mon interlocuteur clé. C'est eux qui recherchent ce genre d'outils. Donc, ça, c'était quelque chose que j'avais sous-estimé au début. Ils recherchent ce genre d'outils parce qu'ils ont été missionnés en interne pour répondre à cette problématique, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, soit tu as le CEO, le dirigeant ou au COMEX, tu vois, c'est sorti. Il faut qu'on fasse de la knowledge base. Donc, en gros, il faut qu'on mette plus de connaissances dans nos notes et tout. Il nous faut un outil. Et lui, il va commencer à chercher. Donc, outil, déjà, il faut que ce soit français. Parce qu'en France, voilà. Donc là, nous, on sort du panier, aspect sécurisé, sous cloche. Donc, les données sont pas piratables, etc. Donc là, c'est très Ah ouais, compliqué pour parce eux. que si vous enregistrez tout sur les sujets RGPD, ça doit être assez touchy. Ouais. Ah, c'est très touchy. Ok. Ouais. Les doigts être français pour les doigts français, ça Il doit faut rassurer, mieux parce être que- français, Ok. et même quand tu es français, derrière, t'as comment ça s'appelle, t'as la DSI quand tu vas les voir, cuisine Ah ouais, comme il passe faut. sur le grill. Il te passe sur T'es le grill. français, mais tes serveurs, est-ce qu'ils sont aux US ou Ah ailleurs? oui. Ah mais il faut que là, non, mais il faut qu'ils soient en France, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Nous on traite de la donnée et tout, donc il faut vraiment que ce soit très euh, très sécurisé en France, français, chiffrement, etc. Enfin bref, on va passer cette partie-là, mais c'est Ok. très fort. Et donc dans les interlocuteurs, c'est des interlocuteurs clés aussi, moi, Ouais, ouais. que j'ai. Donc j'ai un peu ce trio-là. Et puis ensuite, derrière, les achats, c'est pas trop un souci. Hmm. Donc, ça veut dire quelque chose quand les achats, c'est pas un souci. C'est peut-être que le pricing est trop bas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, une fois que c'est passé, la DSI, derrière, on a Ok. on a le feu vert. Une question sur la DSI. Oui. Comment on leur parle à la DSI? C'est quoi pour toi un peu tes recos quand t'es sales et qui sont dans la boucle pour
qui soit pas un point bloquant, mais t'en faire tes alliés? C'est une très bonne question. Merci. Que, justement, que j'essaye de creuser. Alors, moi, j'ai une chance, je suis ingénieur de base. J'adore la tech, je mets le nez avec Darius dans l'infrastructure, donc je comprends. Je peux pas coder, mais je comprends, je peux lire du code et tout. Donc, c'est vraiment un truc. Ce qu'il faut, c'est parler un petit peu le même langage. Je vais pas m'adresser de la même manière, je vais pas employer les mêmes mots-clés. Et je vais avoir en fait une série de mots-clés que m'a fourni bien la partie technique, que je vais pouvoir leur mettre dessus. En fait, c'est de la formation, tout le monde peut le faire, mais il faut vraiment parler un langage codé. Alors, petite anecdote là-dessus, ne jamais dire encryption, Ah bon? encryption. Ok. Parce que moi, je me suis fait avoir 2 fois, on parlait en anglais tout le temps et tout pour la tech. C'est chiffrement en français. Et ça, je sais pas pourquoi, il y a un truc avec les personnes dans la DSI. Ils détestent entendre ce mot-là. Donc moi, bien évidemment. Ce mot-là ou les anglicismes? Cet anglicisme-là. Ah, ok. Ouais. Encryption, encryption. Ok. Il faut dire chiffrement. Et ça, je me suis fait gentiment taper sur les doigts Ok. alors que je le savais. Et du coup là, c'est juste la petite parenthèse, anecdote drôle. Mais sinon, ils sont un peu tatillons. Ils sont ils ont peur. Des personnes qui ont très peur, très rigides. Ils veulent mettre l'IA. Quand même, ils sont attirés par l'IA, mais ils savent aussi les dérives. En tout cas, ils voient un petit peu les dérives qu'il peut y avoir derrière. Ok. Donc, il faut les rassurer. C'est des gens qu'il faut rassurer, qu'il faut accompagner. Il faut vraiment leur expliquer, être sincère avec eux que tu as une entreprise qui ne va pas utiliser leurs données, pas d'entraînement. C'est en France, on vend ça à personne. Regarde comment c'est sécurisé, etc. Et on travaille aussi pour faire en sorte que demain, vous ayez la main totale sur les données et que nous, on ne puisse pas voir, etc. Donc, c'est vraiment avoir un discours très rassurant, des éléments techniques pointus, des mots-clés tech dedans, et derrière, un accompagnement où on travaille ensemble pour aller vers le Graal, on va dire, de la sécurité pour eux. C'est-à-dire, ils ont tout chez eux, dans leur petit serveur et tout. Mais ça, Ça existe ça maintenant parce que tout le monde est en SaaS, donc il n'y a plus de sujet d'avoir des trucs dans leur serveur. eh ben, c'est à nous d'évangéliser un petit peu ça. Ok. Parce que quand tu parles avec des entités, alors bon, non, peut-être pas ministérielles, mais des grosses sociétés, ils ont eu l'habitude de faire beaucoup ça. Donc c'est compliqué pour eux de se dire, oh, mes enregistrements, c'est la clé de la donnée de ma société, vont partir, je n'ai plus le contrôle dessus, qu'est-ce qui va se passer? Et parce que nous, c'est vrai qu'on gère des sujets très sensibles, quoi. Donc il y a plein de choses autour de ça. Et nous, on bosse fort pour ça, en tout cas. Et justement, donc là aujourd'hui, sur l'époque, t'es souvent mis dans la boucle, t'as cette capacité technique de parler avec eux. Est-ce que tu penses que lorsque tu vas passer à l'échelle sur la partie sales, il va falloir former tes sales à discuter technique avec des DSI, ou tu vas faire monter effectivement des profils avant-vente ou des experts projets, peu importe le naming? Quelle est un peu déjà ta sensibilité à ce niveau-là? Alors moi, j'ai peur de faire monter un tech là-dessus. Parce que, en fait, moi, je peux quand même avoir la sécurité, enfin, la liberté de dire, ah non, mais ça, il faut que je revoie en interne, je suis pas tech. J'ai toujours cette liberté-là. Par contre, un technique, ils vont souvent être pas assez vendeurs. Et il faut quand même leur vendre, pas du rêve, mais leur vendre, comment dire, il faut quand même leur vendre la chose, quoi. Faut mettre une jolie vitrine, quoi. Il faut mettre une jolie Tu rentres vitrine. dans un magasin parce que c'est beau et voilà, quoi. C'est ça. Ok. Donc tu peux pas dire, tu peux pas dire tout de manière technique et pragmatique. Et ce que tu as aujourd'hui, il faut vendre ce qu'il y a et ce qu'on va leur faire. Donc c'est ça. Et moi, j'aurais pas très confiance que ce soit un tech qui vienne. Donc j'aurais tendance à, là, je vais commencer. J'ai déjà formé un peu un de mes sales à faire ça, mais je vais voir si il faut pas un intermédiaire. Tu vois, donc une personne là que je vais chercher bientôt. Une personne qui a cet aspect commercial, capable de parler avec des grands comptes, structuré, mapping, cold call, donc tu vois, cet aspect vraiment très transverse. Et en même temps, qui comprend la technique, qui est capable d'aller chercher un camp. Un mouton à 18 pattes, quoi. Oui, c'est ça. Un stagiaire, oui. en stagiaire, bien sûr. Un stagiaire en alternance, ouais, évidemment. Non, un profil avant-vente qui a cette double technicité, sales et ingénieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des postes qui sont de plus en plus recrutés et qui apportent cette expertise, c'est-à-dire qui interviennent dans le cycle de vente, qui ont de la technicité, mais qui sont aussi des sales. Donc, qui savent parler technique sans péter voilà, un cycle de vente. Exactement, c'est bien résumé. C'est toute la subtilité en fait à jouer là-dessus.
Donc pour en revenir sur le POC, Oui. responsable inno, dire métier, DSI, comment tu gères? Est-ce que tu as fait des conneries sur des premiers POC que tu as mis en place ou tout est toujours assez smooth et c'est assez facile de vendre du POC? Bah oui, j'ai fait des conneries sur les premiers POC Ouais. que j'ai mis en place. Quel conseil tu donnerais justement à deux entrepreneurs quand ils arrivent sur des sujets de POC? Euh, de pas laisser de liberté. C'est-à-dire? Euh, En fait, au début, je croyais que, oh, bien sûr, bah, allez-y, testez notre outil, puis on se revoit quand c'est bon. Très naïvement, bien évidemment. Puis bah, les gens, ils vont pas tester, il faut les accompagner, ils sont pas enfin ils étaient onboardés, mais ils vont pas vraiment avoir l'utilisation que toi tu veux qu'ils en fassent. On va pas mesurer certains éléments, donc il y a plein de choses qui vont manquer. Et donc à un moment donné, tu les rappelles, ah ben oui, non, ça c'est fini, je sais plus, on n'a plus utilisé, etc., etc. Et donc, les erreurs, c'était de pas cadrer en fait le POC, ce qui, je crois, est assez classique hein, quand on démarre. Donc, bah, j'ai appris qu'est-ce qu'il faut faire à un POC, et j'apprends encore, hein, du coup, c'est c'est structuré. Donc, en fait, montrer ce qu'on fait, qu'on va faire un POC, mais le POC, en fait, on en parle très peu. On montre l'étape d'après. C'est, je pense, juste parler de cette étape-là, qui est les prémices à, ok, ben là, on va déployer ici, on va déployer là, on va mesurer, voilà, vous aurez fait tant de calls, il faut que vous ayez fait tant de choses, vous allez gagner tant de temps. Moi, je vais vous poser quelques questions pour savoir un peu si c'est bien ou pas. Donc ça, ces questions, j'ai été aidé aussi par des clients qui ont fait des études en interne sur l'utilisation de Nuta. Ces questions étaient magnifiques. J'étais vraiment, c'est super. Donc, je les ai repris et ça me permet moi de faire mes évaluations d'essais avec mes clients. Et ces questions sont très bien tournées parce qu'elles sont tournées de manière à ce que les gens puissent pas te dire trop de mal. Parce que quand tu demandes à quelqu'un, t'en as pensé quoi? Si tout est parfait à 90%, en fait, il va te parler des 10% qui vont pas, tout le temps. Donc, comment est-ce que tu fais quand tu interroges un client dans une phase de POC ou d'essai ou de mise en place? Eh bien évidemment, il faut que tu récoltes les problèmes, ou en tout cas les feedbacks d'amélioration, mais il faut bien leur faire comprendre que c'est de l'amélioration qui aura lieu pendant les déploiements. Mais il faut surtout être capable de leur montrer et qu'eux sortent de leur bouche toutes les choses positives qui ont eu lieu. Donc il faut bien tourner les questions, les préparer en avance, vraiment en fait faire un questionnaire de questions et pas les lâcher. Donc ça devienne ton meilleur ami. Donc au bout de 7 jours, moi, ok, on prévoit la réunion, 7 jours après, on prévoit une autre réunion, tac, tac, tac. Tous les 7 jours, j'ai une réunion avec tout le monde. Donc c'est pour ça que là, au début, bah, je me suis retrouvé avec trop de POC d'un coup et pas structuré. Donc c'était pas bien. Donc là, il me faut quelqu'un aussi pour m'accompagner quand tu as beaucoup d'essais sur des grandes sociétés. C'est le genre d'outil aussi que les gens ont besoin de valider avant de pouvoir le déployer. Donc c'est ça un peu le process aujourd'hui que j'ai mis, que j'essaye d'affiner. Et là, je suis dans la phase de déploiement. Donc du coup, une fois qu'on termine ce POC, comment est-ce que on vend le déploiement sur 50 licences, 30, 50, 100, 200, 1000 après dans un grand groupe. Et du coup, bah, ça, c'est toute l'année 2024 qui est sur ça, quoi. Ça fait pas partie des contrats de test? Euh, pas encore, non. Non, parce que le test, il est, pour l'instant en tout cas, il est sur la validation de l'intérêt, de la pertinence de l'outil. Du coup, ça, c'est la partie 2 et il faut que je fasse la liaison sur ça. Donc, je pense que justement, je ne l'ai pas encore suffisamment intégré dans mon état de POC. Moi, c'est ce que je conseille, c'est-à-dire toute la première partie, Ouais. c'est top, c'est-à-dire bah, quand tu fais du POC, tu fais des conditions effectivement d'utilisation à tarif extrêmement faible pour qu'ils puissent tester. Tu vas t'impliquer effectivement sur une qualité de déploiement sur cette zone de test de manière assez intensive, même si le panier moyen n'est pas extrêmement important. Donc, il faut en contrepartie justement de cette mise à disposition de ton outil, parce que c'est une stratégie commerciale intéressante, le POC, mais on peut vite s'y perdre. C'est effectivement d'avoir des contreparties en termes de rendez-vous, en termes de feedback, en termes d'utilisation, parce que l'activation du POC est important, donc eux ils doivent s'engager à faire utiliser le produit effectivement dans leur équipe, mais mettre en place
en amont, en tout cas moi c'est ce que je conseille sur les contrats, des KPI de succès, en disant bah voilà, si on atteint tel et tel et tel objectif, dans ces cas-là on considère ça dans un succès, et dans ces cas-là, si on atteint tous ces KPI, vous vous engagez à prendre minimum 100 licences ou 200 licences pour l'année prochaine. Et là le jeu effectivement du gratuit en vaut la chandelle, c'est-à-dire je veux bien te mettre effectivement gratos le produit pendant un certain temps, mais si effectivement on atteint tel score, quasiment comme quand tu fais du recrutement au Success Fees, la contrepartie, c'est que tu t'engages à acheter 100, 150 licences ou 200 licences. Et comme ça, tu mets déjà des conditions commerciales dans les contrats de POC. Alors, c'est pas toujours possible, bien évidemment. Oui, mais je mais vois que parfois, c'est des choses qui sont possibles complètement dans voilà, certains cas. c'est possible, mais au moins déjà le proposer, Mm. ça met dans le mindset de la boîte en face qu'on est là dans une démarche de vente et pas là effectivement pour faire de la revue technologique, ce qui est parfois le risque des interlocuteurs responsables inno qui sont là pour faire tester des niveaux produits, et puis parce que ça, voilà, ça anime un peu la vie de l'entreprise et tout team, ça justifie son poste. Mais voilà, déjà le POC c'est une démarche commerciale en disant voilà, on va valider effectivement les différents KPI avec les DSI, avec le responsable inno, les dires métiers qui font que ça sera un succès et qui font que vous seriez prêt à acheter les produits à ce tarif là. Et comme ça, si les KPI sont là, on arrive avec le bon de commande maintenant en active. Et là, à la rigueur, on peut négocier. Mais voilà, moi, ce que je conseille effectivement sur le POC. Ouais, c'est clair, ouais, ça c'est quelque chose qui est parfait, ouais, à mettre en place, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah, tu me dois 1000 euros pour ce bon conseil alors. Ou alors 2% du capital. On verra, on négociera ça après. Ok, donc là effectivement tu es en pleine période de POC Ouais. et là sur le moment où il va falloir effectivement convertir ces POC sur sa partie effectivement cap de gros cap de recrute et gros cabinets de conseil en activation. Là, tu vois comment, c'est quoi pour toi la vision du marché ces prochains mois, ces prochaines années? Il y a beaucoup de boîtes qui sortent des solutions d'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une révolution et qu'on va tous devoir s'équiper de produits à base d'outils? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'outils qui sont bullshit ou en gros c'est juste une interface qui est pluguée avec chat GBT? Est-ce que ça va être un effet soufflé comme l'a été d'autres tech auparavant? C'est quoi ta vision des choses? Je, je me dis que là, en fait, les outils, on peut les avoir dans les mains, entre les mains. Donc, en fait, c'est des outils, euh, on voit immédiatement, en fait, la plus-value. Pour tous ceux qui ont testé, par exemple, un chat GPT pour créer du contenu, refaire ses emails, et j'en passe des cas d'usage dans lesquels moi, j'ai utilisé pour aider à réfléchir à des idées, des choses comme ça. Moi, je trouve que la plus-value est incroyable. C'est difficile de la remettre en question. Après, il y aura forcément, c'est potentiellement une bulle, là, l'IA, qui est en train de se créer. Mais derrière, il y a vraiment de la technologie applicable. Si je fais un parallèle très grossier avec les cryptos, où aussi on a eu une belle bulle, tout le monde s'est fait avoir au moment où c'était le plus haut. Euh, Là, l'application, on le savait, hein, demain, on n'allait pas utiliser notre crypto pour faire quoi que ce soit, en fait. Donc, tu avais une bulle, ok, fictive. C'était que de la spéculation, quoi. Bah, c'était de la spéculation, Ok. clair et net, c'était dit. Là, l'IA, il y a des mesures de ROI concret sur plein de choses différentes. Donc, ça peut être en gain de temps, en effort, en analyse pour du BI également, et en génération de plein de choses. C'est vraiment du concret. Donc, je pense que c'est pas juste un effet de mode, ça va devenir vraiment la norme. Ça va vraiment devenir une norme. Et là, c'est le début. Le début, on a tous pris une claque, hein. Même tous ceux qui étaient dans la tech, on n'était pas prêt à ce qu'il y ait ce gap-là aussitôt. Moi, je pensais qu'il y avait encore 2, 3 ans avant qu'un GPT sorte. Là, ça nous a pris tous de court. Donc ça, c'est une première étape. Mais là, il y a une étape qui arrive bientôt. Ça, je crois que c'est l'étape 4 dans l'intelligence artificielle. Tu as une étape 5, c'est presque la plus intéressante. C'est l'étape où tu as la AGI, l'intelligence artificielle générale. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un petit humain fictif, intelligent, avec toi sur ton téléphone, et qui peut tout faire, avec qui tu discutes, qui va t'aider à accomplir tes actions, tes rêves, tout ce que tu souhaites faire. Elle est capable, cette IA, eh bien, d'aller naviguer sur le web, sur tes applications, faire énormément de choses. Donc là, ça repense carrément, il y a des choses sociétales qui vont carrément changer. Notre quotidien va complètement changer. Quand tu passes
3 heures à faire un email, à faire 3 emails pour envoyer à des clients, à des prospects, etc. Est-ce que demain, ça, tu n'as pas toute cette interaction qu'on a aujourd'hui avec l'ordinateur qui est cette interface homme-machine, tu vois, avec le clavier et la souris. Est-ce que tout ça va pas être totalement automatisé à un moment donné par l'IA? Je pense que ça va complètement révolutionner des choses, on n'est pas prêt. Et à cette étape 5 de l'IA, est-ce que Nuta aura toujours vocation à exister? Ah bah, à cette étape 5, nous, on va... Alors, il faudra voir ce que Ah c'est. bah oui, parce qu'on Faudra se voir dit ce que merde, c'est. notre job, on en fait quoi alors? Ouais, ouais. Il Non, reste mais quoi? il y aura toujours la possibilité pour exister, mais en fait, il faut être très réactif. Nous, c'est ce qu'on a vu déjà là, on travaillait sur les technos, des technos basiques, NLP, et maintenant on appelle basiques, mais qui étaient quand même très intéressantes. Et quand ça s'est sorti, il a fallu s'adapter rapidement, s'adapter, prendre le contre-coup et vraiment l'utiliser. Donc là, si on a cette AGI qui sort, en fait, nous, on va pas se dire ah mince, c'est mort. On va se dire waouh, c'est une énorme opportunité. Comment est-ce que on peut l'intégrer à Nuta pour que Nuta devienne quelque chose de surpuissant? Donc, de transformer n'importe quelle interaction en des données qui te permettent de voir des informations que tu n'aurais jamais eues. Imagine dans ton équipe, si tu es capable de savoir, bien, dans les 3 dernières semaines, tu as eu 14 objections qui sont revenues monter de la part de tes clients, et dans les conversations, mais tes sales ne te les ont pas forcément remontées parce qu'ils les captent et après ça sort. Tu les as notées, tu peux revenir dessus, tu peux réécouter. Et en fait, tu vois que par exemple, tu as la moitié de ces objections qui viennent de la sécurité. Tu as juste une objection qui vient du prix. Et du coup, tu as des données en fait, qui peuvent ressortir. Ça, c'est juste l'étape 1. Le niveau 1, tu vois, de la donnée qu'on peut extraire. Et ensuite, tout ça, ça te permet de prendre des décisions beaucoup plus éclairées qui ne sont pas laissées au hasard. Donc, non, ça peut être très puissant, l'IA. Moi, je suis trop curieux, j'adore ça et j'adore que ça avance, en fait, dans ce sens-là. J'ai trop envie d'y prendre part. Et bah, qu'est-ce qui nous attend? Encore de très belles boîtes qui vont se créer autour de ça. Heureusement, nous, on est assez protégés. Les gens vont rigoler quand j'ai dit ça. Mais c'est vrai, tu vois, ça fait 20 ans qu'on sait faire des visios. Il y a eu une accélération pendant le Covid, ça rediminue parce que maintenant on se rend compte que pour closer, il faut retourner à voir les clients. Ça fait 60 ans qu'on sait faire des calls et pourtant on se déplace toujours, on prend toujours l'avion, on prend toujours le train ou sa voiture électrique pour aller voir les clients et que l'interaction humaine reste effectivement toujours un sujet important. Quelques questions encore, parce qu'après il va falloir que je te libère. Je sais que tes journées de gestion de POC en ce moment sont très intenses, comme on en parlait tout à l'heure. Jusqu'à présent, là, ça fait 2-3 ans que tu as lancé Nuta. Là, ça y est, c'est plein scale. C'est quoi le meilleur conseil business qu'on t'ait donné? Alors, j'en ai 2 qui me viennent en tête. Il y en a un, c'est de se focaliser. Donc vraiment, de se focaliser sur une verticale. Si tu fais quelque chose pour tout le monde, tu fais rien en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de bien, mais pour une seule personne, un seul persona. Donc ça, c'est une chose qui est très compliquée en réalité. Pour moi, je dirais que c'est la chose la plus difficile à faire. C'est de se brider. C'est de se brider en fait. Et c'est très frustrant, mais c'est nécessaire. Et puis ensuite, pour quelque chose d'un peu plus business, c'est commercial, c'est tu vends un produit tech. Là, moi, en tant que tech, tu vois, plus vraiment une aspiration tech, j'ai envie de montrer le produit, de faire une démo. C'est vraiment ce qui me fait, ce que j'adore faire. Eh bien, encore une fois, aller contre son instinct et ne pas faire de démo. Ça a vraiment changé. Donc, en fait, les gens, ils viennent pour une démo. Ouais, ok, d'accord. Mais en fait, moi, je suis là pour comprendre vos besoins. Vous êtes qui? Est-ce que vous voulez? Vous faites quoi au jour le jour? Etc., etc. Donc ça, surtout avec les grands groupes et les grosses sociétés, tu as besoin de savoir ce que la personne, elle cherche derrière. Parce que on va avoir pour des individus ou des petites sociétés un outil voilà, qu'on va vendre. Par contre, pour des sociétés, on va pas vendre un outil, on va vendre vraiment une personnalisation. On va vendre une solution aux problèmes qu'ils ont. Et du coup, tout le monde n'a pas le même problème, n'ont pas les mêmes granularités de discussion. Et nous, on va leur personnaliser vraiment toute l'interface, l'interaction, leur synthèse, pour que ce soit pile poil ce qu'ils veulent.
Donc pour ça, ne pas faire de démo, eh bien ça a changé aussi ça a changé aussi le ROI que j'avais sur mes démos. C'était assez dingue et contre-intuitif. Du coup, maintenant, j'ai un petit jeu avec mes commerciaux. Mais tu fais quand même des démos, ça c'est Oui, cycle de vente un peu du SaaS, c'est tu fais la demande de formulaire pour proposer une démo, etc. Et au final oui. le mec il te pose des questions pendant 30 minutes, à la fin t'as pas les démos et il te repositionne un rendez-vous pour te faire la démo et là t'es super frustré. Mais effectivement, sinon tu te perds dans l'outil et puis t'abandonnes, on a besoin de Ouais, savoir c'est ce que tu veux ça. voir. Non, mais en réalité, bien sûr, tu fais une démo. C'est juste, le jeu, c'est de tenir le plus longtemps possible sans que la personne soit trop frustrée avant de Tout faire de la suite. démo. Ah bah Et ouais. du coup, tu as un effet waouh, un effet de soulagement en plus qui sort à la fin. La démo, elle est courte, donc la personne, elle a juste le temps de voir des choses incroyables et tout. Ok. Et ça reste sur cet aspect. Et ça, moi, je trouve que c'était deux bons feedbacks. Bah écoute, super intéressant. Merci pour tes conseils. Alexandre, encore une fois, merci d'être venu jusqu'à nous. Tu seras le premier, j'espère, d'une longue série. L'objectif aussi, c'est maintenant sur le média de We Are Sales, c'est d'essayer de trouver les pépites de demain. Moi, je suis sûr que Nuta va exploser. J'en suis sûr parce que depuis quelques semaines maintenant, mes talent managers l'utilisent pour leurs entretiens. Tu vas onboarder aussi mes business managers dans pas longtemps. Donc c'est un outil qui est top. Je sais que tu as des bureaux aussi à Station Web, vous êtes incubé dans plusieurs incubateurs. S'il y a une boîte qui devait retenir notre attention sur We Are Sales et qu'on devrait interviewer, est-ce que tu as un nom là d'une startup qui se lance que tu trouves intéressante? Alors, je crois que vous avez eu Topo il y a pas longtemps. Yes, Et exactement. donc, ouais, Combinator et tout. Alors, moi, celle qui me parle et avec qui on a discuté récemment dans l'aspect sales, j'ai Much Better, que je Ouais. trouve intéressant. J'ai regardé leur outil et je trouve que c'est bien fait et tout. Ultra orienté sales, donc c'est à eux que je pense là, comme ça. Eh ben écoute, Much Better, ouais, j'en ai déjà entendu parler, j'ai fait quelques échanges comme quoi, tu vois, c'est un petit écosystème, tout Ouais, le c'est monde un petit. se connaît. Julien, Raphaël, on continue de ce call et je vous aurai bientôt sur nos super canapés de We Are Sales by DCS. Je remercie aussi Quentin pour sa joie et sa bonne humeur, qui a toujours le plaisir de nous faire le montage de ces podcasts et faire les coupes de certaines blagues qui peuvent ne pas forcément toujours passer sur les ondes. À très bientôt, merci à tous. À très bientôt, au revoir.